au secondaire jusqu'en troisième. Nous en sommes là en ce moment. Je dois vous dire que ça a eu un impact considérable. Je me souviens bien cette année-là, la rentrée a eu lieu en septembre. Et c'est en novembre que nous avons jeté à l'ADA pour visiter une de nos salles de classe. Et c'était catastrophique. J'ai été reçu par une petite fille qui me disait, Président, papa, ben, si vous avez la présence d'esprit de venir nous rendre visite, on ne peut que vous remercier. Et c'était une espèce de paillote, hein, je crois, salle de classe de fortune. Le sable, tout ça, etc. Et à la petite fille de me dire, voilà, si vous creusez ici, Monsieur le Président, c'est le serpent que vous allez trouver. Il n'y avait pas de clôture, pas de latrice, il n'y avait rien. Pas d'électricité. Et je suis sorti de là, j'ai rencontré un groupe de jeunes, d'enfants, j'allais dire. Vous n'allez pas à l'école? Ils m'ont dit, papa, Monsieur le Président, papa n'a pas d'argent pour payer les frais de scolarisation. C'est pourquoi en novembre, je crois 2007 ou 2008, je ne me souviens plus maintenant, nous avons pris cette décision-là. Je crois que je vivais à l'époque à l'abattoir. Je connais un vieux. Et lorsque le communiqué du Conseil des ministres a été publié, le lendemain, il s'est levé avec 6 enfants pour aller les scolariser. 6 enfants. Et on lui demandait, mais pourquoi c'est maintenant que vous venez avec les enfants? Alors de répondre, parce que le gouvernement a estimé que l'école est maintenant gratuite. Du fait de cette mesure, d'une année sur l'autre, on a eu plus de 150 000 inscriptions. Donc ceci nous a nous a fait approcher de cet objectif en matière du système éducatif. C'est-à-dire un des objectifs du millénaire pour le développement. Donc nous allons poursuivre. Les conséquences sont connues. Il faut recruter plus d'enseignants. Il faut les former, construire un grand nombre de salles de classe, revoir le contenu pédagogique. Nous avons travaillé à l'époque. En 2006, il y avait environ 23 000 enseignants. 80% n'avaient pas de statut. Je crois parmi eux, on entendait parler d'enseignants communautaires, c'est-à-dire, faute de moyens, les populations devaient payer les enseignants, recruter les enseignants d'elles-mêmes et les payer. Bon, je crois, parce que l'État était dépassé. Il y avait aussi des enseignants contractuels, vacataires, etc. On s'est évertué à les sécuriser, à les reverser. Le procédé de reversement, malheureusement, qui a été mal géré, comme toujours dans notre pays. Il n'y avait pas une bonne gouvernance. Tout ceci a pesé sur le contribuable. Mais aujourd'hui, nous pouvons parler de 52 000, 53 000 enseignants. Sauf erreur de ma part, peut-être nos amis du ministère des Finances qui s'occupent, disons, des paiements de salaire et autres, sont mieux placés que moi pour vous répondre si vous aviez des questions à leur poser. Sur 83 000 fonctionnaires, nous avons communiqué ces éléments au système des Nations Unies et très rapidement, les gens se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés en laissant le Bénin. Et le secrétaire général des Nations Unies a pris la décision solennelle, il y a quelques mois, de déclarer éligible notre pays à cette initiative éducation d'abord. Je voudrais terminer en rappelant que, comme il a si bien dit, puisque le défi se trouve là, vous voyez, l'homme est au début et à la fin du développement. Il ne peut pas avoir de développement si le système éducatif n'est pas approprié. Je dois estimer que la plupart des gouvernements de cette planète ont du mal à faire face aux défis de l'éducation.
notamment les États africains. En termes d'enseignants, là encore, je crois, le ministre, si les 3 ministres doivent vous dire, peuvent vous compter leurs soucis. Je ne sais pas si au niveau du primaire, le ministre est là, le ministre Eric, c'est bon, c'est un rendez-vous de donner, de recevoir avec nos jeunes. Excellent, Monsieur le Président de la République, ils ont besoin d'environ de 6 000 salles de classe. Pardon. 6 000 salles de classe. 6 000 salles de classe, donc 10 000 salles de classe chez vous. Oui. Et 6 000 au secondaire. Donc 16 000 salles de classe. 16 000 salles de classe. N'est-ce pas? Et les enseignants? Ça fait 11 000 chez moi et 9 000 chez lui, ça fait 20 000. Et 9 000, ça fait 20 000. Donc 16 000 salles de classe. D'accord? Alors le professeur Abiola, ministre d'État. Pour nous, il faut 20 amphithéâtres de 200 places et de 200 places par amphi, 20. Et comme nous avons opté pour le système R+2, donc en dehors de ces 200, parce que R+2 c'est environ 1200 places. Là, il nous en faut 15. Pour les enseignants, des efforts, les enseignants du supérieur, des efforts ont été faits au niveau qualitatif pour les enseignants eux-mêmes. Ça, je profite. Vous avez un déficit. Un déficit, justement, c'est pour annoncer ce déficit, parce que si on annonce ça de façon brute, les gens du ministère de l'économie et des finances ne seront pas d'accord avec moi. C'est pour cela que je profite déjà pour leur dire ce qui a été fait. Mais quand on voit le nombre d'étudiants, 130 000 étudiants actuellement, donc il nous faut environ 1500 enseignants supplémentaires. Donc autant d'efforts financiers à faire encore, Monsieur le Président de la République. Compte tenu du fait que, sur instruction du chef de l'État, nous avons déconcentré, décolocalisé l'enseignement supérieur. Nous avons des centres universitaires qui sont à construire. Et c'est pour cela que le nombre d'amphis peut paraître important et le nombre d'enseignants peut paraître important. Mais nous avons un calendrier de recrutement qui est rigoureusement respecté. Encore une fois, merci, Monsieur le Président de la République. Nous avons, en 2009-2010, recruté du coup 200 enseignants. 2010-2011, 100 enseignants. Et nous avons arrêté de recruter 100 enseignants par an, ce qui est là aussi rigoureusement respecté. Donc je ne vais pas revenir sur les aspects qualitatifs dont je parlais tout à l'heure. Et au total, l'enseignement supérieur, Monsieur le Président de la République, il y a très peu de partenaires extérieurs qui interviennent dans l'enseignement supérieur. Et ces partenaires, je ne vais pas qualifier ça parce que l'enseignement supérieur, c'est une question de souveraineté nationale parce que les ressources humaines, c'est la denrée rare du futur. Donc, malgré les efforts importants parce que de 2006 à 2012, nous avons recruté plus d'enseignants du supérieur que 10 ans auparavant. Ça, il faut le dire. Mais malgré ça, et malgré les efforts qualitatifs, et étant entendu qu'il faut que nous soyons persuadés que l'enseignement supérieur, c'est une question de souveraineté, c'est une question de vision, c'est une question de choix pour le développement de notre pays. Donc les efforts financiers sont encore très attendus. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup. Donc, je crois, vous voyez, le Bénin, d'ailleurs, fait partie des rares pays où l'inscription supérieure est gratuite. Je crois que ce qu'il faut, c'est ce rendez-vous de donner et de recevoir entre vous et moi pour que vous sachiez en réalité ce qui est en train de se faire. Nous sommes déterminés à ne pas vous lâcher. Et je crois, je viens de vous dire, que le Bénin est bel et bien éligible à l'initiative appelée l'école d'abord, qui implique que tout enfant aille à l'école. C'est dans notre Constitution. Tout enfant qui naît doit aller à l'école, à l'âge d'aller à l'école. Et ceci sans compter maintenant les obligations que nous pensons être les nôtres du point de vue de la santé. Lorsqu'on parle de la qualité des ressources humaines, il n'y a pas que l'éducation. Il y a la santé. Et pourquoi nous avons mis ce mécanisme? Je dis,
l'enfant naît, il a l'âge d'aller à l'école, ne serait-ce que pendant les 5 premières années, non seulement les frais de scolarisation doivent être pris en charge par la République, mais encore la pandémie qui décime l'enfant ou l'enfance dans notre pays, c'est le paludisme. Et on l'a ciblé en disant que les soins du paludisme doivent être gratuits, les 5 premières années également. Donc il y a une logique dans ce que nous faisons. Est-ce que vous voyez? Et sans compter tout ce qui a trait aux grandes pandémies, le VIH-Sida, où une fois que cette pandémie s'exprime, puisque tout le monde, il y en a qui portent le germe, mais qui jusque-là, je crois, Madame la ministre Gaza est mieux placée pour vous donner les détails si vous avez des questions là-dessus. Les traitements sont gratuits et nous comptons élargir les traitements à tous ceux qui méritent d'être traités. Le taux de prévalence est revenu de 4,6% en 2006 à 1,2% en ce moment, peut-être moins d'1,2% en ce moment. Et nous avons juré, la main sur le cœur, que notre pays évoluera et va s'associer à ce que nous appelons la riposte africaine du traitement des pandémies, pour que très bientôt nous parlions de zéro infection. Alors, donc c'est lié. Je terminerai en vous disant ceci, que par rapport à cette initiative, la réponse que je dois apporter à Christophe, à chacun de vous, c'est de retenir ceci, que nous avons pris l'engagement de travailler à la scolarisation des enfants dans notre pays. Et chacun doit en faire un devoir. Vous savez, si notre constitution était respectée, c'était qu'en principe, dans le cadre du contrôle, j'allais dire, de la surveillance multilatérale, au niveau national, je veux dire, qu'un enfant qui traîne dans les rues et qui a l'âge d'aller à l'école, c'est d'identifier ses parents. En principe, les parents devaient être interpellés. En principe. Bon, je crois, on laisse faire parce que nous savons que on n'a pas suffisamment de moyens, ou de moins, peut-être que le pouvoir d'achat des parents ne permet pas peut-être de faire face même à l'achat des gommes, des crayons, des cahiers, etc. Donc nous devons comprendre cela, l'esprit et la lettre de notre Constitution, qui dit d'ailleurs que la gratuité doit être progressive. Les choses, elle est progressive, mais nous suivons cela. En deuxième position, nous voudrions soutenir l'éducation, même dans les crises humanitaires, en particulier les conflits. En troisième position, faire en sorte que tous les enfants sachent lire, écrire et compter. C'est l'engagement que nous avons pris aux Nations Unies. Former, en quatrième position, former davantage les enseignants. C'est ce que nous sommes en train de faire. Cinquième engagement, équiper les salles de classe de livres et de matériel d'apprentissage. Nous avons pris cet engagement ce jour-là, où nous avons lancé cette initiative qui a été conseillée dans ce document au moment où nous parlions au nom du continent africain. Nous avons pris l'engagement de préparer les élèves aux moyens d'existence. Septième engagement, améliorer la nutrition des enfants. Donc les cantines scolaires, etc. Par nos efforts nous-mêmes. Si le complément devait venir d'ailleurs, notamment à partir de ce qu'on appelle de ce programme, le programme alimentaire mondial. Mais en attendant, le Bénin s'efforce d'alimenter, disons, ces cantines, mais il faut compléter ces moyens, ce qui justifie mes dernières rencontres avec notre sœur qui préside en ce moment, l'américaine, qui préside en ce moment le programme alimentaire mondial.
8e engagement que nous avons pris ce jour-là, au nom du continent africain, c'est instaurer progressivement l'apprentissage tout au long de la vie. Nous avons pris cet engagement. 9e engagement, promouvoir la citoyenneté mondiale, c'est-à-dire cultiver un sentiment de communauté et la participation active aux dons en retour à la société. Et je crois, enfin, nous avons indiqué qu'il faut combler le déficit de financement. Et à ce niveau, bon, pour nous, c'est-à-dire environ 5 à 6% du PIB doivent être consacrés à ce chapitre. Voilà ce que je tenais à vous dire, Christophe, et à toute la jeunesse. C'est une cérémonie qui nous engage et dans le cadre de la reddition traduit fidèlement cet engagement que nous avons.